OK, alors, bon après-midi à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? Ouais. Salut, salut. Monsieur, madame, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Excellent. Bonjour, madame. Ça va, ça va. Écoutez, bon, alors je suis content qu'on se retrouve encore une fois cette semaine. On va terminer le sujet 1 cette semaine. C'était un long sujet 1. On a passé 3 semaines dessus déjà. Donc, on va terminer ça aujourd'hui. Après ça, il va nous rester 2 cours qu'on va passer sur le sujet 2, puis ça va déjà être la fin pour l'examen, la fin de la matière pour l'examen ITRA. Donc, c'est assez simple, là. Il va porter sur 2 sujets. Le sujet 1, c'est le calcul du revenu d'entreprise, puis le sujet 2, c'est le calcul de la composante d'amortissement qui se, qui se glisse en déduction là, dans le calcul du revenu d'entreprise. Donc, tout ça est lié, bien sûr. J'ai saisi aussi les résultats de vos 2 questionnaires de vos 2 premiers questionnaires électroniques. Tout le monde l'a rempli, donc bravo. Vous avez compris comment ça fonctionne. Donc, continuez comme ça. Cette semaine, il y en a un à faire, bien sûr, là, pour cette semaine, au plus tard, dimanche soir, dans 4 jours. Juste avant d'aller vous montrer qu'on s'attaque au sujet 1, donc on va avoir une semaine standard, là. Donc, j'ai préparé un cas pour vous là, qui va traiter de différentes situations particulières, des avances aux actionnaires et tout ça. Donc, on va voir ça dans 2 petites minutes. Juste avant, je vais vous faire un commentaire sur ce qu'on voit ici. C'est un, c'est un texte d'opinion qui a été, on l'a mis sur la page de fiscalité, là, mais Marc Bachand, c'est un texte d'opinion qu'il a fait dans la presse euh, hier, si je ne me trompe pas. Hier ou avant-hier, là, mais je pense que c'est hier. Marc Bachand, c'est l'autre professeur de fiscalité qui donne les cours de fiscalité avancée, là. Moi, je donne le 1 et le 2. Il est presque à la retraite, là, malheureusement pour vous, mais il va être remplacé. Il va être remplacé, évidemment. Puis lui, il a fait une étude bien intéressante qui porte sur le choix que les Québécois font devant le choix au niveau du moment où on prend son montant de Régie des rentes du Québec. Euh, il a fait une étude là-dessus très, très accessible. Puis l'article qu'il fait dans la presse, c'est aussi très, très accessible. Dans le fond, je vous explique ça simplement. Il pourrait l'expliquer mieux que moi, là, mais je l'explique simplement. Ce qu'on remarque, ce que les études remarquent, c'est que, vous savez comment ça fonctionne, la Régie des rentes du Québec? C'est un régime de retraite durant laquelle toute votre vie active, vous allez y cotiser. Donc, à chaque fois que vous travaillez, à chaque année, vous devez mettre de l'argent dans ce régime-là. L'employeur en met aussi, de sorte que quand vous êtes rendu à la retraite, vous avez le droit de recevoir un petit montant provenant de ce régime-là. Il ne faut pas compter là-dessus pour vivre à la retraite, mais quand même, il y a une petite base. C'est à peu près 16 000 le montant maximum qu'on peut obtenir à chaque année. Puis de la façon que ça fonctionne, c'est que tu as le choix de choisir à quel âge tu veux l'avoir. Donc, si tu veux l'avoir à 65 ans, qui est l'âge normal établi par la Régie des rentes du Québec, tu vas avoir un montant de 16 000 Si tu veux le demander avant 65 ans, tu peux le faire hâtivement jusqu'à 60 ans. Donc, tu pourrais demander ta rente 5 ans plus tôt, mais vous comprenez que la rente va être réduite. Elle est réduite de 0,5 par mois. Donc, si je calcule sur 5 ans, ça veut dire, soit ça veut dire en tout cas, elle atteint à peu près 60. La rente est quand même pas mal réduite. Puis on peut faire le contraire. On peut la prolonger, puis le montant, la recevoir après 65 ans, puis le montant à chaque année va être plus élevé. Puis, dans le fond, les Québécois, hommes et femmes qui arrivent à 60 ans, dans le fond, c'est un peu ce pari-là devant lequel ils se retrouvent. Ils doivent ni plus ni moins que parier sur leur propre espérance de vie. Parce que, dans le fond, il faut que tu te demandes, je ne sais pas, moi, 60 ans, là, jusqu'à à quel moment je vais décéder. Puis, dépendamment de ça, dans le doute, je ne sais pas qu'est-ce qui serait le mieux pour moi. D'accord? Puis, les statistiques démontrent que la très grande majorité des Québécois font le mauvais choix. Ils font un choix qui les pénalise beaucoup. Okay? Puis, il explique bien le professeur Bachat dans son article. Ça s'explique par 2 choses. Première explication, les gens ont tendance à sous-estimer leur propre espérance de vie. OK? Une femme là, qui arrive à 60 ans, là, elle a 92 de probabilité de chance de dépasser son 65e anniversaire. Donc, d'autrement, elle a 8 des chances de décéder avant son 65e anniversaire. Et malgré tout, la majorité des femmes demandent la Régie des rentes du Québec avant 60 ans. Donc, c'est comme si
mais les gens ne se connaissent pas ces statistiques-là, mais malgré les chances, malgré les probabilités qui sont de 92% que tu aurais avantage à attendre pour demander tes résidérants du Québec parce que tu vas survivre à ton 65e anniversaire, malgré que les probabilités sont majeures, les gens font pari sur le 8%. Ils ont peur du 8% de probabilité qu'ils seraient décédés avant 65 ans. Je parle des femmes parce que c'est le plus marquant. L'espérance de vie est important pour une femme. Il est loin pour une femme de 60 ans. Les hommes, c'est le même principe, c'est juste moins spectaculaire. Puis la deuxième explication du professeur Bachand, c'est nos biais cognitifs. Notre cerveau nous joue des tours, notre cerveau nous fait prendre des mauvaises décisions, puis ça, c'est vrai pour tout le monde, dans toutes les décisions qu'on doit prendre. On ne réussit jamais à être complètement rationnel, puis des fois, notre cerveau nous joue des tours et nous fait prendre des mauvaises décisions. Donc, c'est un petit peu ce qu'il explique dans son étude. Ça, c'est le lien vers l'étude complète. Elle n'est pas très, très lourde à lire, mais même pas. Allez, commencez par lire l'article, puis en 5 minutes, vous allez voir qu'il l'explique beaucoup mieux que moi. Mais c'est ça le constat, c'est que, dans le fond, premièrement, les gens ne connaissent pas leur espérance de vie, on a tendance à la sous-estimer, puis dans le cerveau humain, là, compte tenu de nos biais cognitifs, le pire scénario que les gens veulent éviter à tout prix, c'est le 8%. Les gens ont tellement peur de mourir à 64 ans puis de ne pas avoir pris sa région du Québec, ce qui représente 8% des cas. Ils ont tellement peur de ce scénario-là qu'ils veulent absolument éviter ça, puis ils vont souvent la demander à l'avance, même si les probabilités démontrent clairement qu'ils y aurait plus d'argent en la demandant plus tard. Bref, vous irez voir ça, comme je vous dis, il l'explique mieux que vous. Donc, c'est bien intéressant. Parce qu'on parle, souvent, les études en comptabilité, c'est abstrait, c'est mathématique. Lui, il traite de tout l'aspect psychologique de notre comportement, notre fameux hamster qui nous fait prendre des fois des mauvaises décisions. C'est bien intéressant. OK. Alors, on y va. Votre plan de travail ici, rien à signaler. Semaine 3, vous avez vu que vous avez, j'imagine, lu les derniers sujets, les derniers thèmes du sujet 1. Vous avez écouté les capsules vidéo, donc vous savez qu'on va, entre autres, parler des avances à l'actionnaire et des conséquences liées à ça. Le cas va porter là-dessus aujourd'hui. OK, regardez ici. Donc, je ne vais pas tout vous rappeler ce qu'on a déjà vu, mais juste vous rappeler les quelques listes qui nous intéressent. Donc, quand on veut savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dans un revenu d'entreprise, donc les éléments à inclure ici, je les mets en vert. Donc, si tu te demandes dans un calcul de revenu d'entreprise, c'est quoi les revenus qu'il faut imposer, ils sont là tes réponses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu te demandes c'est quoi les éléments qui sont déductibles, c'est quoi les éléments qui sont non déductibles, tu vas trouver ensuite tes réponses ici. Ça, c'est la liste de tout ce qui est non déductible. Puis ça, c'est la liste de tout ce qui est déductible. On s'est laissé là-dessus la semaine passée. Cette semaine, des situations particulières. Il y en a 3 qui m'intéressent. Rémunération impayée, vente d'inventaire et transactions entre actionnaires. On va passer beaucoup, beaucoup de temps aujourd'hui sur 5.3. C'est un gros sujet. Le cas va porter en grande partie là-dessus. D'accord? Et on va terminer en allant voir les particularités du revenu de bien. C'est le dernier thème du sujet 1. Exceptionnellement, je vais faire une petite théorie là-dessus. Je trouverais ça un petit peu difficile peut-être de vous envoyer résoudre le cas sans peut-être expliquer un petit peu. Là. Je le fais parce que je juge que c'est bon pour vous. Donc, je vais juste aller vous introduire ça, cette notion-là, à 5.3. C'est quoi l'enjeu relié à ça? Et 5.3. OK. On a des gens qui choisissent pour opérer leur entreprise la forme juridique incorporée. On en a parlé des formes juridiques il y a 2 semaines.
Donc, il y en a trois, là, mais il y a bien. Imaginez qu'un actionnaire choisisse de créer une compagnie. Donc, la compagnie va appartenir à l'actionnaire. Donc, lui va détenir des actions dans la compagnie. On se rappelle que ça, c'est vraiment deux personnes distinctes. Monsieur X, c'est une personne au sens juridique, puis sa compagnie, c'est une personne distincte. Chacun a ses actifs, chacun a ses dettes, chacun a ses droits et obligations, chacun fait son rapport d'impôt. Il ne faut pas les confondre. D'accord? Imaginez que la compagnie, à la fin de l'année, évidemment, a de l'argent disponible. D'accord? Euh, a de l'argent disponible dans la compagnie. Mais cet argent-là, elle n'appartient pas à M. X. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'argent de la compagnie, ce n'est pas l'argent de l'actionnaire. D'accord? Donc, si, par exemple, l'actionnaire, le vendredi soir, il veut aller souper au restaurant avec sa famille ou aller faire son épicerie, il ne serait pas supposé de payer son épicerie personnelle avec l'argent de sa compagnie. Ce n'est pas à lui. Si c'est une dépense personnelle, prends ton argent. Si c'est une dépense de compagnie, prends l'argent de la compagnie. Sinon, vous êtes des connaisseurs parce que vous connaissez ces différences-là. Je ne suis pas sûr que tous les hommes et femmes d'affaires voient cette distinction-là, mais c'est important de se la dire. Puis si un actionnaire veut s'approprier de l'argent de sa compagnie, c'est possible de le faire. Hein? Il existe des conduits légaux pour sortir de l'argent d'une compagnie vers un actionnaire. Vous les connaissez, ces deux conduits-là. Vous pouvez me les dire? Oui. Salaire ou dividende. C'est les deux voies qui sont prévues. Donc, si tu veux de l'argent personnellement pour faire payer tes dépenses, verse-toi un salaire ou verse-toi un dividende. Puis cet argent-là, après, tu l'apprendras pour tes dépenses personnelles. Salaire, dividende. Vous n'êtes pas sans savoir que ces deux distributions-là sont imposables pour l'actionnaire. Ça ne se passe pas libre d'impôt. Recevoir un dividende de sa compagnie ou recevoir un salaire de sa compagnie, ça va me coûter de l'impôt au moins l'actionnaire. Donc, je vais perdre de l'argent en impôt, puis ce qui va me rester après, je vais pouvoir l'utiliser. Face à cette réalité-là, il y a des actionnaires qui pourraient essayer de passer outre ces deux conduits-là, qui sont imposables, pour sortir de l'argent de leur compagnie de façon non imposable. Je vais vous présenter des petites stratégies qui pourraient être imaginées. Et comprenez-moi bien, un actionnaire pourrait faire ça volontairement en étant très, très conscient qu'il essaye quelque chose de pas normal ou tout simplement inconsciemment. Il y a bien du monde qui ne comprennent pas ça, ce qu'on parle de là, les formes. C'est pas tout le monde qui est comptable comme nous, là. Il y a peut-être des entrepreneurs qui ne comprennent pas tant ça, la distinction, puis ils ne voient rien de mal à prendre de l'argent dans leur compagnie le vendredi pour faire l'épicerie. C'est peut-être complètement inconsciemment. Mais ça ne change rien. Dans les faits, tu ne peux pas faire ça. Puis si tu le fais, il y a des règles fiscales qui le prévoient et qui vont t'imposer sur ce que tu vas sortir de ta compagnie. Je vais vous parler de deux stratégies. Okay? 5.3.1, le prêt d'argent de la société à l'actionnaire, puis 5.3.2, les autres types d'enrichissement. Le 5.3.1, il y a deux variantes. Okay? Le prêt qui n'est pas remboursé ou l'intérêt qui est manquant. Ben, je ne vais pas vendre la mèche tout de suite. Il y a deux variantes. Bon, OK. Premier scénario, on a un actionnaire ici qui veut sortir 10 000 de sa compagnie. Première idée, l'actionnaire prend 10 000 dans sa compagnie, puis ne le déclare pas dans son rapport d'impôt. Puis, il dit à l'impôt, ou sa prétention, lui, c'est qu'il a emprunté de l'argent de sa compagnie. Il ne s'est pas sorti un salaire ou un dividende définitif. Il a emprunté de l'argent. Sous-entendu qu'il a l'intention de la rembourser. Un prêt, tu es supposé de rembourser. Donc, l'actionnaire, c'est ça sa prétention. Moi, j'ai emprunté 10 000 je ne m'impose pas dessus parce que je n'ai pas sorti un salaire ou un dividende définitif. Puis plus tard, j'ai l'intention de rembourser ça. Bien, si c'est ça, quand l'actionnaire dit ça, c'est vrai qu'il a raison quelque part. Emprunter de l'argent de sa compagnie, c'est possible. Puis tu n'es pas supposé de payer de l'impôt quand tu empruntes sur un emprunt que tu fais, sachant que tu vas le rembourser. Le problème que le gouvernement s'est rendu compte, c'est que des actionnaires qui empruntent de l'argent puis qui ne remboursent pas. C'est dans le fond, l'actionnaire, il fait semblant que c'est un emprunt, mais en réalité, il ne rembourse pas. Puis là, le gouvernement attend. Donc, le gouvernement est tanné d'attendre qu'il a mis des règles en place. D'accord? Donc, la première règle qu'on va voir, c'est que si un actionnaire emprunte de l'argent de sa compagnie, on va lui donner un délai pour rembourser. À partir du moment que tu empruntes de l'argent de ta compagnie, il part un compteur. Tac, 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 tac. Il y a un délai.
Puis, rendu à la fin du délai, si tu n'as pas remboursé, on va t'imposer sur ce que tu as sorti comme si c'était un salaire. Donc, ça, c'est le premier type d'enrichissement. C'est de faire un emprunt à la société qu'on aurait peut-être comme idée de ne pas rembourser. Mais ça ne marchera pas parce que le gouvernement a mis une règle en place qui te donne un délai maximum pour faire ton remboursement, sans quoi on t'impose sur le 10 000 $. Oui. Ça va être traité comme un salaire. Mais le dividende, il est moins imposable que le salaire. Parce que le dividende, oui, il est majoré, mais il y a un crédit d'impôt pour le dividende. Donc, le salaire, c'est plus punitif. Mais c'est une bonne remarque. L'autre stratégie, elle est un petit peu plus subtile. Suivez-moi. L'actionnaire a a une nouvelle idée. Voici ce qu'il va faire. Il va emprunter, je vais prendre un plus gros chiffre pour que ce soit plus impressionnant, pas 10 000 $. Il va emprunter 1 million à sa compagnie. Et un mois plus tard, il va rembourser le million. Je répète, la stratégie de l'actionnaire, il emprunte 1 million, je vais prendre un gros chiffre pour que ce soit impressionnant, et un mois plus tard, il rembourse. Donc là, on ne peut pas l'accuser de ne pas avoir remboursé son prêt. Un mois après, il l'a remboursé. Mais dans cette opération-là, l'actionnaire s'est enrichi. L'actionnaire s'est approprié des sommes de sa société par action. Je vais calculer sur mon cell. Je n'avais pas prévu. Laissez-moi faire un petit calcul, que je trouve le montant de l'enrichissement. Ça fois ça, 10%. 4 000 $. Dans cette opération-là, l'actionnaire s'est approprié 4 000 $ de sa société par action. Est-ce que vous le voyez? C'est subtil. C'est comment? C'est par un manque d'intérêt. Quand tu empruntes de l'argent, tu es supposé te payer de l'intérêt. L'argent, ce n'est pas gratuit. Il y a un loyer, c'est l'intérêt. Si l'actionnaire avait emprunté le million pendant un mois à la banque, combien ça lui aurait coûté en intérêt? Je l'ai calculé. 1 million fois 5 %, si on présume que les taux sont à 5 %, divisé par 12 parce qu'il n'a pas détenu l'argent un mois, il a juste détenu un mois. 4 000 $ d'intérêt. Donc, dit autrement, dans cette opération-là, l'actionnaire n'a pas payé le rendement qu'il aurait dû payer à sa société. Donc, dit autrement, il s'est enrichi de 4 000 $ et il a privé sa société d'un revenu d'intérêt de 4 000 $. Donc, c'est une autre façon de s'enrichir. C'est plus subtil, je l'admets, mais c'est de ne pas verser d'intérêt à ta compagnie le temps que tu lui empruntes de l'argent. Dans le marché, ça ne se peut pas. C'est l'équivalent d'un cadeau. C'est l'équivalent d'un enrichissement qui doit être calculé d'une certaine façon. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. Puis le troisième cas de figure qui est plus simple à expliquer puis qui est plus évident, c'est toutes les autres formes possibles et imaginables d'enrichissement qu'on prendrait, qu'un actionnaire pigerait dans sa société par action, autre que sous forme de prêt d'argent. On peut penser à aller chercher de l'inventaire dans ta société par action, aller chercher une immobilisation, de la main-d'œuvre, des choses comme ça. Je donne quelques exemples comme ça. Si, admettons que toi, tu es un actionnaire, puis ta compagnie ici, c'est un IGA à Trois-Rivières, puis le vendredi, tu fais un barbecue chez vous, puis tu as besoin d'une cinquantaine de steaks, qu'est-ce que tu vas faire? Choix. Tu vas aller acheter 50 steaks, faire la file à la caisse rapide, payer tes steaks, plus TPS, plus TVQ, pas sûr que c'est taxable, là, mais disons. Ou tu vas prendre 12 steaks, tu vas sortir par la porte d'en arrière, puis tu vas dire, c'est là ton employé, on se revoit lundi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais si tu sors cet inventaire-là sans le payer comme il se doit, tu t'es enrichi. Tu t'es approprié des inventaires qui étaient dans ta société par action. Tu opères une compagnie de construction ici, puis toi, dans ta maison, à ta maison personnelle, tu voudrais te faire creuser une piscine dans ta cour. Qu'est-ce que tu vas faire? À te mettre dans la file d'attente de ta compagnie pour que quand ça sera ton tour, on va venir faire un trou chez toi, installer ta piscine, puis te charger tes PS TVQ. Scénario 1. Scénario 2, tu demandes à ton concurrent. Scénario 3, tu dis à un de tes employés qui est sur la pépine, hey, sur l'heure du midi, ça te dérangerait-tu de venir chez nous, creuse un petit trou, puis retourne faire ton après-midi? S'il fait ça, c'est l'appropriation de temps.
C'est du temps, c'est de la main, c'est des IMO, c'est ta machinerie que tu t'es appropriée à des fins personnelles sans payer d'impôts par rapport à ça. Donc, il y a plein d'exemples. Donc, c'est l'idée que toutes les formes possibles et imaginables d'enrichissement devraient être imposées. Euh, Bien sûr, il y a un défi ici pour le gouvernement de trouver ça. C'est pas évident d'attraper des entrepreneurs qui sortent des steaks la fin de semaine pour des barbecues, mais à un moment donné, les gens abusent, le font trop, puis ça devient trop gros, puis c'est là que des fois le gouvernement peut les attraper. Oui. Ben, officiellement, non. Tu sais, dans la loi, il n'y a pas de, il y a pas de valeur qu'on tolère puis de valeur qu'on ne tolère pas, mais pratico-pratique, c'est sûr que l'ARC, avant d'envoyer un vérificateur d'impôt, je ne suis pas sûr, ils doivent faire des choix stratégiques pour que leur vérification soit vale la peine, puis que tu n'auras pas vérifié un IGA parce que tu penses qu'il sort des steaks de temps en temps. Il n'y a pas beaucoup d'impôts éludés là-dedans, versus d'autres qui doivent peut-être le faire plus ou sur des plus gros montants. Fait que je pense qu'il faut plus se voir comme ça. Fait que voilà, c'est ça les cas de figure possibles et c'est ça que vous allez avoir dans le cas d'aujourd'hui. Donc, je vous le montre à l'instant. Ah oui, dernière chose, ça c'est important. Regardez, excusez-moi, j'ai vraiment fini. Ça, là, regardez ici, c'est important. Ce qu'on vient de parler, là, ça a un impact non pas dans le rapport d'impôt de l'entreprise, mais dans le rapport d'impôt de l'actionnaire. Fait qu'on fait comme une exception. Depuis 3 semaines qu'on est toujours dans le calcul du revenu d'entreprise. Donc, on calcule les plus puis les moins pour trouver notre revenu d'entreprise. Donc, moi, ici, mon revenu d'entreprise, c'est ma compagnie qui doit le calculer. Mais ce que je viens de vous parler, ça n'a pas un impact dans le rapport d'impôt de la compagnie. Ça a un impact dans le rapport d'impôt de l'actionnaire. Donc, l'actionnaire, quand il va faire son rapport d'impôt personnel, il va avoir des inclusions liées au fait qu'il fait peut-être il a peut-être emprunté de l'argent ou sorti des actifs. Donc, vraiment, là, pour aujourd'hui, on quitte un peu le monde du calcul du revenu d'entreprise. On va aller s'intéresser au rapport d'impôt d'un actionnaire qui profite pas mal de ces idées-là, qui essaye pas mal de faire ces choses-là. Oui. Euh, non, pas en fiscalité 2, ça va être dans le prochain cours de fiscalité. Ouais, 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 c'est ça. Alors, regardez ça ici. Donc, comme de fait, c'est une compagnie qui exploite une entreprise de vente de pièces électroniques. Fin d'année de la compagnie, le 31 décembre. La compagnie est détenue par 4 actionnaires qui ont chacun 25 des actions ordinaires. Là. Ils ont chacun 100 actions ordinaires. Euh, je vais vous montrer ça. Là. Comme de fait, regardez, qu'est-ce qu'on apprend? Chacun des 4 actionnaires a emprunté de l'argent de sa compagnie par action. Les dates d'emprunt ne sont pas les mêmes, les taux d'intérêt ne sont pas nécessairement les mêmes, les remboursements non plus. Vous voyez les soldes à la fin des 2 années. Donc, avec ces informations-là, vous allez être capable de voir, d'une part, si les remboursements ont été assez rapides, puis d'autre part, s'il faut calculer des intérêts manquants. Donc, vous allez avoir toute votre information là-dedans. On apprend aussi que les actionnaires ont reçu salaire, boni, des dividendes, différents types de dividendes. Et finalement, on apprend que les actionnaires ont sorti des inventaires, des actifs, de la main-d'œuvre de la compagnie pendant l'année. Donc, le travail à faire, comme je vous disais, c'est pas de calculer le revenu d'entreprise de la compagnie, mais bien de se transposer dans le rapport d'impôt des 4 actionnaires, puis de calculer le revenu pour chacun des 4 actionnaires. Le revenu, c'est la partie bleue, là, qui englobe tous les salaires, tes dividendes, tout ce que tu as reçu comme source de revenus dans l'année. Donc, voilà, bon travail. Moi, je vous suggère de vous partir un fichier Excel, bien sûr, 4 colonnes, mettez vos 4 actionnaires dans vos colonnes, puis descendez chacune des conséquences fiscales. Ça va être, je pense, la façon la plus efficace, efficiente pour vous. Oui, je t'écoute. Non, tu ne considères jamais la TPS TVQ dans aucun des cours de fiscalité 1 et 2. Là.
Alors, bon travail. OK, je vais regarder la réponse avec vous. Donc, je vous demandais pour chacun des quatre actionnaires de calculer le résultat des deux premières règles. La première, le prêt qu'ils ont fait, l'emprunt qu'ils ont fait auprès de la société, est-ce qu'il a été remboursé suffisamment rapidement ou non? Donc, les conséquences fiscales sont sur la ligne verte. Puis, deuxièmement, le prêt qu'ils ont fait avec le taux d'intérêt qui est chargé par la société par rapport au taux prescrit, est-ce que ça occasionne des intérêts manquants sur lesquels il faut s'imposer? Vous avez les réponses ici. Donc, je vais vous, bien sûr aller vous montrer le détail. Je vais vous montrer aussi dans le volume à quel endroit on trouvait tous ces éléments. OK, la première règle dans votre volume, ici, A.1, là. Donc, c'est juste à la page suivante, ici. Donc, le prêt d'argent qui est à inclure au revenu de l'actionnaire, dans le fond, la règle, elle est ici. Le point important, là, c'est le délai de remboursement. OK? Donc, le montant du prêt qui n'est pas totalement remboursé à la société à la fin de la période de 12 mois suivant la fin d'année d'imposition de la société. Donc, ça va être à inclure au revenu pour l'actionnaire. Si on regarde ça de façon imagée, là, avec une ligne de temps, puis on a aussi nos réalités à nous pour nos quatre actionnaires. Mais donc, si on a un actionnaire, par exemple, qui emprunte de l'argent le 30 juin 2000 WW, d'accord? Quand je vous disais, le gouvernement part un compteur, d'accord? On va se rendre jusqu'à la première fin d'année de ta société, plus un an au complet. OK? Donc, si on présume ici des sociétés qui ont une fin d'année le 31 mars, dans le petit exemple qui est ici, donc, on se rend jusqu'au 31 mars 2000X. Non, ouais, le prêt, il est en juin. Donc, je me rends jusqu'au 31 mars, plus un an. Donc, ça, là, c'est vraiment ma date limite de remboursement. Tout ce qui est remboursé dans la période verte, c'est jugé remboursé assez rapidement. On n'impose pas l'actionnaire. Puis à l'inverse, tout ce qui est remboursé dans la partie rouge, c'est trop tard. On impose l'actionnaire sur ce qu'il a emprunté. D'accord? Dans le jargon, on appelle ça la règle des deux bilans. Les fiscalistes appellent ça comme ça, là. Parce que dans le fond, on voit l'avance à l'actionnaire sur deux bilans consécutifs de la société. Vous savez qu'un bilan, c'est une photographie des actifs et des dettes d'une société à un moment donné. Fait que si je prends une photographie sur le bilan ici, puis ici aussi, puis que l'avance est encore là sur deux bilans, c'est
ça indique que le délai a été dépassé. Ça n'a pas d'importance. Appelez-la comme vous voulez, la règle, c'est comme ça que ça marche. Donc, dans mon cas, à moi, regardez ici, je reprends. Donc, si je commence par Adam, qu'est-ce qui s'est passé pour Adam? Ici. Donc, Adam, lui, il a emprunté de l'argent le 1er décembre 2000 W. D'accord? Je l'ai dessiné ici. Donc, lui, son délai de remboursement, c'est jusqu'à la fin de l'année de sa société. Ici, on a des fins d'année, une société qui a une fin d'année au 31 décembre. Tantôt, dans l'exemple, c'était le 31 mars. Là, c'est le 31 décembre, plus un an. Donc, ça ici, là, mon crayon. Le 31 décembre 2000X, c'est la date limite de remboursement pour l'actionnaire Adam. Puis même chose pour le deuxième. Donc, tout ce qui est remboursé avant ça, on ne l'impose pas. Tout ce qui est remboursé après ça, on l'impose. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, il a remboursé un 4 000 à quelque part dans l'année WW ici. D'accord? Je ne sais pas où, là, mais il a remboursé à quelque part en 2000 W parce que son solde a chuté à 6 000 au 31 décembre 2000 W. Puis il n'y a pas eu d'autres remboursements. Fait que ça, c'est la date limite. Donc, le constat, c'est que sur un emprunt de 10 000 4 000 est remboursé assez rapidement, donc on ne l'impose pas. Puis, à contrario, le 6 000 restant est remboursé trop tard, lui, on l'impose. Donc, la conclusion pour Adam, c'est qu'on va imposer un montant de 6 000 Dans quelle année on va imposer ça? 2000 WW. L'inclusion se fait dans l'année où tu as emprunté l'argent. Donc, Adam, il a reçu l'argent en 2000 WW, l'imposition se fait en 2000 W, pas en 2000X. Pour le gouvernement, c'est une question d'équité. Les actionnaires qui ne trichent pas puis qui se sortent des salaires puis des dividendes en 2000 W ont payé leur impôt en 2000 W. On ne permet pas à un actionnaire qui verse un salaire dividende en 2000 W de payer son impôt un an plus tard. Pourquoi on permettrait ça à quelqu'un qui triche? Pourquoi on permettrait ça à quelqu'un qui fait semblant que ce n'est pas un salaire dividende, qui sort un emprunt le premier en WW, puis qui en réalité ne le rembourse pas? C'est un méchant beau cadeau de lui dire ah, impose-toi en 2000X. Non, non. Impose-toi en 2000W comme si tu avais fait les choses, comme si tu avais versé un salaire à ce moment-là. Oui. Oui, oui. On va lui demander de faire une imposition en 2000 WW, puis là, il va tomber en souffrance d'impôt. Il va comme avoir un solde d'impôt impayé au 2000 W avec intérêt. Avec intérêt, effectivement. Maintenant, oui. Oui, oui, les mêmes règles s'appliquent. Oui, mais c'est une bonne question. Merci à toutes les deux. Maintenant, on va aller voir la deuxième règle. Je vous disais qu'elles étaient liées. OK? Euh, La deuxième règle, c'est le calcul de l'intérêt manquant. J'essaie de mettre ma grosseur d'écran comme il faut, ici. J'allais vous montrer dans le volume. On s'en va juste un petit peu plus loin. Ici. OK? Donc, je suis à la page 86 de votre volume. Ça, c'est la formule qu'il faut vraiment appliquer intégralement pour trouver le montant d'intérêt manquant qu'on va imposer à l'actionnaire. OK? Puis la partie la plus importante, c'est ici. OK? C'est en gras. OK? Dans le calcul de l'intérêt manquant, il faut venir retrancher la partie du prêt que vous avez jugé, que vous avez décidé, en vertu de la première règle, d'inclure au revenu. D'accord? Je vous dis ça autrement. Le gouvernement ne souhaite pas appliquer les deux règles, une par-dessus l'autre, sur le même montant de prêt. Donc, si un montant de prêt est jugé imposable en vertu de la première règle, le gouvernement ne veut pas, en plus, sur ce même prêt-là, appliquer des intérêts manquants. Ce serait trop sévère. Donc, c'est pour ça que dans le calcul des intérêts manquants, ici, on s'assure de venir toujours enlever la partie du prêt qu'on a jugé imposable pour ne pas, en plus, calculer d'intérêts manquants dessus. Donc, concrètement, si on prend les chiffres, cette formule-là ici, là,
Ici, je les reproduis intégralement dans ma solution Excel. Donc, je n'ai pas besoin de revenir. C'est la même chose ici. Donc, la formule dit en 2000X, c'est quoi le montant d'argent que tu as emprunté, toi, à ta compagnie, entre le 1er janvier 2000X et le 31 décembre 2000X? Bien, puisque au 31 décembre, il avait emprunté 6 000 et qu'il n'a rien remboursé, c'est donc que le prêt était de 6 000 pour toute l'année. 6 000 moins la partie qui a été incluse au revenu pour toi, le premier actionnaire, Adam. Monsieur, regardez ici. Donc, tantôt, là, vous avez dit qu'il y avait un 6 000 imposable. Bien, ça veut dire qu'il faut venir faire un moins 6 000. Si tu as dit qu'il y avait un 6 000 imposable ici, je répète, c'est sûr que tu dois être conséquent puis faire un moins 6 000 ici. 6 000 moins 6 000, ça donne 0. Donc, tout le reste du calcul va donner 0. Il n'y en aura pas d'intérêt. Je répète, l'actionnaire s'est fait imposer sur 6 000, puis en 2000X, on est en train de vouloir calculer des intérêts manquants sur le même 6 000. Donc, ça va donner 0 parce qu'on ne veut pas ça et on fait un moins 6 000. La deuxième, arrêtez-moi si vous voulez que je vais vous montrer les autres actionnaires. Bédard, c'est à peu près la même chose. Là. Elle est à peu près dans les mêmes dates. Bédard, elle a emprunté le 1er janvier. La différence, elle, c'est qu'elle n'a rien remboursé. Rien remboursé. Donc, à la date limite, elle devait encore le plein 25 000 Donc, moi, ma conclusion, c'est pour Bédard, sur un emprunt de 25 000 tu n'as rien remboursé dans les délais. La totalité du 25 000 est remboursée trop tard. Donc, tu t'imposes sur 25 000 Dans quelle année? Même réponse que tout à l'heure, 2000 WW. Et quand je fais le calcul des intérêts manquants, je m'attends à ce que ça donne. Si j'impose tout le prêt, je m'attends à ce que les intérêts manquants donnent 0. Donc, comme d'effet, ici, on va prendre le montant qu'elle a emprunté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000X. Donc, 25 000, ça n'a pas bougé. 25 000 moins la partie du 25 000 qui est imposable. Donc, encore là, ça donne 0. Ça se termine à 0 ici. Troisième cas de figure, avec des dates différentes. Caron. Caron, elle a fait son emprunt le 1er juillet 2000X. Là, on n'est pas du tout au même endroit dans la ligne de temps. Regardez ici. Donc, c'est ici, le Caron, elle a emprunté 5 000 le 1er juillet 2000X. Donc, c'est quoi sa date limite de remboursement? 31 décembre 2000X plus un an. Elle a jusqu'au 31 décembre 2000Y pour rembourser. Donc, nous, quand on fait le rapport d'impôt ici, là, au 31 décembre 2000X, on ne peut pas conclure qu'elle n'a pas remboursé dans les délais. Il lui reste encore un an devant elle. C'est pour ça que j'ai répondu pas encore. On peut écrire d'autres choses, pas encore ou encore du temps, on verra plus tard, mais on ne peut assurément pas statuer là-dessus tout de suite. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais si on n'impose pas le prêt, je m'attends à quoi au niveau des intérêts manquants? D'avoir des intérêts manquants. Donc, allons voir le calcul des intérêts manquants pour elle. Donc, elle a eu de l'argent le 1er juillet 2000X. Elle n'a rien remboursé, puis elle doit encore ce montant-là au 31 décembre. Donc, vraiment, elle a eu en sa possession un montant de 5 000 mais pas pendant un an, pendant 6 mois. Elle l'a même, pour les 6 premiers mois de l'année, elle n'a même pas eu de prêt. Ça a commencé en juillet. Donc, je vais devoir tenir compte de ça dans mon calcul. Donc, 5 000 moins la partie que vous avez jugée imposable. Vous m'avez dit qu'il n'y a rien d'imposable. Donc, on va calculer des intérêts manquants sur 5 000 On fait la différence entre le taux prescrit et le taux payé. Elle aurait dû payer du 4, elle paye 0, donc 4 et tout ça fois 6 douzièmes. Pourquoi fois 6 douzièmes? Parce qu'elle a détenu l'argent pendant 6 mois seulement. Je vous rappelle que ça, ce sont des taux annuels. Le 4 c'est un taux annuel. Ça veut dire que c'est le coût pour détenir de l'argent pendant un an. Ce n'est pas par mois, là. Pas 4 par mois, c'est 4 pour un an. Si tu le détiens pendant une moitié d'année, coupe ça de moitié. C'est ce qu'on fait ici, fois 6 douzièmes. Donc, on va arriver à une imposition de 100 pour les intérêts manquants. Et mon dernier ou ma dernière actionnaire, c'est Drouin qui, elle, a emprunté le 20 juillet
et un mois plus tard, elle a remboursé la totalité. Donc, est-ce qu'on peut l'accuser d'avoir remboursé trop tard? Évidemment que non. Là, elle a été très, très, très rapide. Donc, elle, au niveau de. On n'imposera pas le 20 000 puisqu'elle l'a remboursé amplement rapidement, mais conséquemment, je m'attends à avoir des intérêts manquants. Donc, là, ici, on n'imposera pas le 20 000 elle a remboursé à toute vitesse, mais on va avoir des intérêts manquants. Donc, 20 000 moins la partie imposable, ça donne 0, donne 20 000, fois le taux prescrit moins le taux payé, donc il manque 3 fois un douzième, parce qu'elle a eu l'argent pendant un mois. On ne chargera pas 4 d'intérêt pour un mois, c'est pour un an, ça. Donc, on fait fois un douzième et on va arriver à 50 pièces d'intérêt manquant. Je vous rappelle que ces résultats-là se dirigent dans le rapport d'impôt des 4 actionnaires. Si vous avez des questions par rapport à ça? Donc, je vous conseille de pratiquer ça dans les problèmes de la BQ en fiscalité. Là, ça peut devenir mêlant. En tout cas, si vous prenez le temps avec une ligne de temps et que vous suivez les étapes que j'ai faites, là, ça devrait aller. Mais négligez pas ça. Il faut que tu n'ailles pratiquer beaucoup pour dire qu'en contexte d'examen, tu ne paniques pas puis que tu as toutes tes bonnes analyses. Donc, pratiquez-le, ça vaut la peine pour aller chercher les points, les questions là, qui vont être reliées à ça. C'est good? Ben, s'il n'y a pas de questions, on va tout de suite arrêter. C'est un petit peu tôt, là, je m'en excuse, mais c'est le meilleur moment pour prendre la pause. On finira juste plus tôt si le cas, si ça donne. Donc, on reprend vers. Il était 5, là, on va reprendre vers 20, s'il vous plaît. À tantôt. Je vais afficher la solution. OK, on va regarder la solution ensemble. Pour les gens intéressés, vous pouvez la consulter. Je viens de faire apparaître le fichier solution dans le portail de cours, menu document. Si vous voulez le consulter en même temps que je la présente, vous pouvez le faire. Sinon, vous irez la revoir plus tard, cette solution-là. Les gars, s'il vous plaît. Merci. Gentil. OK, on y va. Alors, on commence. Donc, ça, on l'a traité tantôt. Au niveau des rémunérations, salaire et boni, je fais juste faire remarquer que quand on calcule un revenu d'emploi, on l'avait vu en fiscalité 1, quand on calcule un revenu d'emploi, on utilise la comptabilité de caisse. OK? Donc, alors que je disais la semaine passée que quand on calcule du revenu d'entreprise, on utilise la comptabilité d'engagement. C'est deux réalités différentes, puis c'est logique. Donc, le gouvernement, ce serait bien plate que le gouvernement impose un salarié sur un boni, puis qu'il lui demande un boni qu'il n'a pas encaissé, autrement dit. C'est qu'on te demande de t'imposer sur un boni de 35 000, puis que tu n'as même pas reçu encore ce boni-là, puis tu n'as même pas d'argent pour payer ton impôt. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est pour ça que les 4 salaires qui sont là sont imposables, puis les bonis, il y en a juste un. Lui, il est imposable parce qu'il a vraiment encaissé dans l'année, mais les 3 autres, ils ne sont pas imposables en 2000X. Ils vont être imposables l'année prochaine parce qu'ils sont encaissés en 2000Y. D'accord? Donc, les 4 salaires sont là et seulement Adam s'impose sur le boni qu'il a reçu. Les 3 autres, ça va être imposable l'année prochaine. Ça va pour ça? Ça m'amène à enchaîner avec la présentation d'une autre particularité que vous avez dans votre volume. Ça met la table pour ça. Je vais aller vous le montrer. Dans le point 5, on avait 3 particularités ici. Les situations particulières 5.1. Ça m'amène à vous parler de ça, OK? Des rémunérations impayées. Je vais juste vous rappeler ce que je viens de vous dire, OK? Quand on fait le rapport d'impôt d'une compagnie, ici, on utilise la comptabilité d'engagement.
Alors que quand on fait le rapport d'impôt d'un individu, comme celui qui reçoit le dividende, le salaire, par exemple, on utilise la comptabilité de caisse. D'accord? Bien, ça amène une distorsion. OK? Je vais essayer de vous l'expliquer, là, mais puis je vais vous expliquer la règle après pour corriger, répondre à ça, mais ça crée une distorsion qui pourrait donner un certain avantage à des actionnaires. D'accord? Je m'explique. Imaginez qu'on a une société avec un actionnaire puis que la société, en fin d'année, déclare un boni, mais ne le verse pas. Donc, au 31 décembre, on déclare le boni, mais il n'est pas versé. Donc, quand on vient faire le rapport d'impôt de l'entreprise, on y a droit à notre moins 10 000. Parce que je vous rappelle qu'on utilise la comptabilité d'engagement. Donc, de déclarer un boni, ça devient déductible. Et quand on s'en va voir l'effet miroir, il n'est pas là. L'actionnaire, lui, il ne s'impose pas. Parce que lui, c'est la comptabilité de caisse. Donc, lui, il n'a rien encaissé. Donc, ça, c'est une distorsion qui est pas mal avantageuse. Avoir une déduction dans une compagnie, puis même pas avoir l'inclusion conséquente pour l'individu. C'est sûr que ça va se corriger éventuellement, mais si le gouvernement n'avait pas mis des règles en place, il y en a qui pourraient abuser de ça. Il y aurait des compagnies qui pourraient attendre beaucoup, beaucoup avant de verser la rémunération. Parce que tant qu'on maintient cette distorsion-là, c'est à notre avantage. Fait que je pourrais attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai eu ma déduction dans ma compagnie, puis je ne veux pas déclencher tout de suite l'impôt chez l'actionnaire. Donc, le gouvernement a mis une règle, un délai, simplement. Donc, pour éviter ça, on dit quand une compagnie déclare une rémunération en fin d'année, tu as un délai pour le payer. OK? Puis si tu ne le payes pas dans le délai, on te la refuse, la déduction. Le délai, c'est jusqu'à la fin de l'année, plus 6 mois. Vous l'avez vu, ça? Donc, regardez ici. Donc, une rémunération encourue, mais non versée, dans une année est déductible seulement si elle est versée au plus tard 6 mois après la fin de l'année d'imposition. Donc, tu as jusqu'à la fin de l'année plus 6 mois. Si ce n'est pas payé, on perd la déduction dans la compagnie. Donc, ça ne concerne pas mes actionnaires, mais j'en ai quand même parlé dans la solution pour qu'on puisse se rappeler ça. On voit Est-ce qu'il y aurait certains bonis qui auraient été. Donc, tous ces bonis-là sont déductibles pour la compagnie, mais est-ce qu'il y en aurait un qui serait versé trop tard? Tu sais, des bonis de 2000X, là, versé le 31 mars, c'est-tu correct? Oui, c'est 3 mois après la fin d'année. Ça, c'est correct, ça? Trop tard, hein, ça? Lui, c'est trop tard. 15 juillet, là, donc ce boni-là, déclaré l'année passée, verser ça le 15 juillet, c'est trop tard. Donc, dans le rapport d'impôt de la compagnie, on la refuserait, cette déduction-là. Il n'y aurait pas de déduction pour boni parce que ce 150 000-là, tu as trop attendu pour le verser. Donc, c'est un peu ce que je mentionne en note de bas de page, en note ici, parce que nous, en ce moment, on ne fait pas le rapport d'impôt de la compagnie. Je vous rappelle, on fait le rapport d'impôt des 4 actionnaires. Ça ne touche pas tant les actionnaires, cette discussion-là, mais je voulais vous en faire part de ça. Ça va pour ça? Good. Ensuite, on a des différents revenus de placement. Ici, ouais. Bon, dividende autre que déterminé, dividende déterminé. Je vais aller vous montrer les majorations qu'il faut appliquer. Puis, je ne parlerai pas de la règle d'attribution tout de suite. Je vais me garder ça pour la fin. Mais les revenus de dividende, je vais juste aller vous les montrer dans le volume. Il y a des petites nuances peut-être. Point 6, nos revenus de biens, nos revenus de placement, là, ici. Euh, ah. Donc, comment on calcule le revenu de placement, puis les revenus de dividende. Je vais juste vous montrer le tableau qui est ici. Ici. Donc, au niveau du traitement des revenus de dividendes, à partir de maintenant, c'est une chose que vous ne saviez pas. OK? Vous avez toujours pris pour habitude, puis c'est moi qui vous obligeais à faire ça, que quand un revenu de dividende était reçu, il fallait le majorer avant de le mettre dans sa déclaration de revenus. Bien, à partir de maintenant, il faut être plus nuancé. Ce n'est pas toujours le cas. À vrai dire, 3 fois sur 4, tu ne majores pas ton dividende. OK? Il y a 4 cas de figure possibles. Pardon. Qui a encaissé le revenu de dividende? C'est-tu un particulier ou c'est une compagnie? Qui a versé le dividende? C'est-tu une compagnie canadienne ou c'est une compagnie étrangère? Et il y a un seul cas de figure où tu majores. C'est la combinaison d'un dividende versé par une société canadienne puis encaissé par un individu. C'est le cas de figure d'aujourd'hui, de mes 4 actionnaires. Mais dans tous les autres cas, il n'y a pas de majoration.
Puis, je vous rappelle les taux de majoration qu'il faut appliquer. Donc, pour un dividende autre que déterminé, c'est 15 %. Pour un dividende déterminé, c'est 38 %. Donc, on prend le montant reçu fois 1,38 et vous allez arriver aux résultats qui sont dans le fichier qui est ici. Donc, les dividendes autres que déterminés, j'ai pris les 4 montants encaissés fois 1,15. Et au niveau des dividendes déterminés, j'ai pris les montants encaissés dans l'énoncé fois 1,38. Je ne parle pas de la règle d'attribution tout de suite. Je vais me garder ça pour la fin. Ça va pour ça? Good, merci. Dernier élément qu'on va regarder, l'appropriation des actifs. Ici, là, j'apprends que, bon, d'une part, chaque actionnaire s'est approprié un inventaire de 900 $ dans l'année. Il y en a une qui s'est pris une imprimante qui appartenait au magasin. Il y en a une autre qui a fait travailler un salarié du magasin, de l'entreprise, pour des fins personnelles. Donc, elle a dit à un employé du magasin, toi, moi aussi, tu viens de travailler un petit peu la fin de semaine ou la semaine chez nous personnellement, mais on va laisser ça payer par la compagnie. Donc, appropriation de main-d'œuvre, si on veut. Puis, finalement, on a fermé un compte de banque dans la compagnie, puis l'actionnaire a mis cet argent-là dans ses poches. Disons qu'on explique ça comme ça. Ça fait référence à ce qu'on a vu tout à l'heure. Je reviens à mon première notion qu'on a regardée ensemble. Ici. Non, pardon. Ici. Donc, je vous disais en introduction qu'il y a différentes façons de s'approprier des fonds dans la société par action. Toute la question du prêt qui n'est pas remboursé ou avec des intérêts, ça, on l'a déjà traité, mais il y a aussi ça ici, 532. Donc, je n'irai même pas lire le livre dans 532. Ça dit en gros que si un actionnaire s'approprie ce que je vous contais tout à l'heure comme histoire, si un actionnaire s'approprie des inventaires, des actifs, de la main-d'œuvre de sa compagnie, normalement, c'est l'équivalent de se verser un salaire, puis il faut s'imposer sur la valeur de ce qu'on a utilisé dans la compagnie ou approprié de la compagnie. C'est pourquoi mes 4 actionnaires vont subir des inclusions juste ici pour tout ça. D'accord? Donc, chacune des filles a pris 900 $ d'inventaire. Je dis les filles, ce n'est pas 4 filles, là, mais chacun des 4 actionnaires a pris de l'inventaire pour 900 $. Il y en a une qui a pris une imprimante pour 3000 $. Il y en a une qui a fait travailler un employé à 50 $ pendant 20 heures de mémoire, 1000 $ de valeur. Et le dernier, je ne l'ai pas mis. J'ai mis 0 parce que l'appropriation du compte de banque, ça s'est passé l'année prochaine. Alors, si vous remarquez la date, ce n'est pas du 2000X. Ici, là, ça, c'est le 1er janvier 2000Y. Donc, quand on fera le rapport d'impôt de Mme Bédard l'année prochaine, c'est Daniel Bédard, c'est M. Bédard, quand on fera son rapport d'impôt l'année prochaine, le 1500 va apparaître à ce moment-là. Oui? Non, le gouvernement veut juste que tu t'imposes sur la valeur de ce que tu as utilisé, si on veut. Ben, la différence, c'est tout simplement, c'est dans les documents de ta compagnie. Quand tu empruntes de l'argent de ta compagnie, ça va apparaître comme tel dans la comptabilité. Ça va être écrit prêt à l'actionnaire. Fait que là, toute la notion de prêt à l'actionnaire se déclenche, puis ces règles-là se déclenchent. Si tu vas te chercher de l'inventaire dans une compagnie, ce n'est pas un prêt, ça. Ça ne sera pas documenté comme ça dans la comptabilité, puis on va bien voir que tu as pris un inventaire. Puis si tu ne veux pas avoir de problème avec l'impôt, mets ce montant-là dans ton rapport d'impôt d'actionnaire. Mais merci pour ta précision. Là. Il y a des choses en pratique effectivement, des petits trucs en pratique comme ça que des fois, ce n'est pas clair si vous ne l'avez pas vécu. Donc, il me reste juste à vous parler de vous parler de la règle d'attribution. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais n'hésitez pas là, ici. Donc, regardez. Adam, oui. Donc, Bédard et Adam, il y a 10 ans, Bédard il a donné ses actions ordinaires à Adam. D'accord? Donc, ça déclenche une règle d'attribution. Ce que ça veut dire, c'est que légalement, c'est vraiment Adam qui a encaissé le dividende. D'accord? Mais fiscalement, on ne veut pas ça comme résultat. Fiscalement, on veut enlever ce revenu de dividende-là de Adam puis le retourner dans le rapport d'impôt de Bédard. Donc, on veut les remettre, eux, dans le même état fiscalement, comme si le don n'avait jamais eu lieu. C'est ça qu'on fait dans le fond. On refuse ce transfert-là qui, pour vrai, a eu lieu.
aux fins fiscales, on fait semblant que le don n'a jamais eu lieu, puis on ramène le revenu de dividende dans le rapport d'impôt de Bédard comme s'il n'avait jamais donné les actions. Et ça dure depuis 10 ans. OK? Quand ils se sont mariés il y a 10 ans, puis que ce don-là a eu lieu, dans le rapport d'impôt des deux personnes, la réattribution s'est appliquée. L'année suivante, même chose. L'année suivante, même chose. On est rendu à la 10e année où on applique cette règle d'attribution-là. Et on va l'appliquer toujours dans le futur. Ça n'arrête jamais une règle d'attribution. Sauf s'ils se séparaient, s'il y avait un divorce, là, ça arrête. S'il y avait un décès d'un des deux, ou s'ils décidaient d'ordonner les actions à M. Bédard pour annuler tout ça. Mais tant qu'il reste, tant que le don demeure en vigueur, la règle d'attribution va toujours s'appliquer. Oui, tu avais une question? La règle d'attribution se serait appliquée de la même façon. Le seul cas où il n'y aurait pas eu de règle d'attribution, c'est si ça avait été payé à la juste valeur. Si ça avait été une transaction qui aurait été faite aux conditions du marché. Donc, admettons que les actions valaient 50, je sais pas moi, 12 000 à l'époque. Puis si vraiment le conjoint a payé 12 000 pour acheter 100 actions de son conjoint, là, on n'appliquera pas de règle d'attribution parce qu'on va dire c'est une transaction honnête qui s'est faite aux conditions du marché. Donc, il n'y a personne qui tire avantage de ça. Mais avec un don, c'est différent. Oui, tu aurais pu mettre des actions directement à... Non. Ce qui déclenche une règle d'attribution, c'est de donner un placement à quelqu'un dans sa famille. C'est des bons points que tu éclaircis. Non? Exactement. Le but, c'est d'annuler l'avantage fiscal que ce couple-là aurait pu avoir en faisant un don d'action. Oui. C'est une bonne question. Parce qu'il aurait pu faire ça pour une future DGC dédoublée, puis se foutre un peu de la règle d'attribution sur les revenus de vente. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Tu me prends de court. Mais on va aller les voir, les règles d'attribution. OK? Je ne sais pas que je vais éviter le sujet. C'est une bonne question. Mais c'est ben, vous voulez avoir toutes les réponses, c'est bien correct. Donc, on va aller les voir, les règles d'attribution. Il y en a quelques-unes. 6.4. C'est notre dernier sujet. OK. Donc, euh, j'ai fait une définition maison ici de ce qu'on appelle du fractionnement de revenus. En guillemets, c'est vraiment maison, là. C'est un terme, un terme de jargon que les fiscalistes utilisent. Mais l'idée, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'organiser ses affaires dans un couple, dans une famille, en transférant des placements d'une personne à l'autre pour essayer de réduire notre impôt global. C'est ça l'idée derrière ces stratégies-là. C'est de faire en sorte qu'un couple ou une famille paye moins d'impôts globalement en envoyant le placement vers une personne qui paye moins d'impôts. Et le gouvernement, comme je vous disais tout à l'heure, ne veut pas ça. OK? Le gouvernement combat les stratégies de fractionnement de revenus. Le gouvernement veut protéger l'impôt sur le revenu de placement, puis il veut s'assurer que chacun paye sa juste part d'impôt sur les revenus de placement qu'il gagne réellement. Puis il ne veut pas voir une famille ou un couple abaisser leur impôt en faisant des déplacements. Donc, pour contrer ça, le gouvernement a mis en place une série de règles qui s'appellent des règles d'attribution. D'accord? Donc, c'est la réponse du gouvernement aux gens qui tentent du fractionnement de revenus. Regardez un petit exemple chiffré, un petit peu comme on disait tout à l'heure. Si on parle d'un revenu d'intérêt de 4 000 si le placement, il m'appartient à moi, le père, et que moi, je paye 45 d'impôts, vous allez me dire, ça vient d'où ce 45? Ben, admettons qu'on met Fédéral Québec ensemble, c'est réaliste. Ben, moi, ça me coûterait 1 800 d'impôts. On comprend que si je donnais le placement à mon enfant qui, lui, paye
12,5 d'impôt. Lui, ça lui coûte 500 pièces d'impôt. On est dans la même famille, on s'entend là. Donc, on économise au niveau de la famille 1300 $ d'impôt par année. Pas une fois, par année. Donc, l'année prochaine, on va sauver 1300 $, l'année prochaine aussi, l'année prochaine. Donc, le gouvernement ne veut pas ça, veut bloquer ça pour que les familles ne fassent pas ça. OK, donc je vais aller vous montrer les trois premières, les deux premières pardon, règles d'attribution, puis on a un résumé à la page qui suit. Donc, la première, ça vise un transfert au conjoint ou à une personne mineure. OK? Et c'est des stratégies qui touchent du revenu de bien, donc intérêt, dividende, location. Donc, ça, c'est la règle qu'on vient d'appliquer aux deux conjoints, Adam et Bédard, je pense. Donc, lorsqu'un particulier transfère un placement, d'accord, à son conjoint ou à une personne mineure, les règles suivantes s'appliquent. Donc, le revenu généré par le placement est transféré, est à inclure dans le calcul du revenu de l'auteur du transfert. Puis ce même revenu n'est pas imposable pour la personne qui l'a réellement reçu. Donc, tantôt, là, c'est pour ça qu'on a fait un plus. C'est juste de me rappeler les chiffres. C'est pour ça ici qu'on a fait un plus 28 750 puis un moins. Donc, un plus 28 750 puis un moins 28 750, respectivement pour Adam et Bédard. Si tu fais la même chose avec un enfant mineur, c'est la même chose la même règle va s'appliquer. Il y aurait aussi possibilité de transférer du gain capital sur un placement. Du gain capital, ce n'est pas du revenu de bien. Le revenu de bien, c'est intérêt, dividende, location. On pourrait aussi réussir à transférer un gain capital envers un conjoint. Donc, ça prend aussi une règle d'attribution pour bloquer ça. Donc, par exemple, moi, j'ai un placement en bourse. Il y a un gros gain capital dessus, non encore réalisé. J'ai un coût bas, une valeur marchande élevée. C'est clair que si je le vends, ce placement-là, la bourse, je vais faire un très gros gain qui va tomber dans mon rapport d'impôt puis qui va coûter beaucoup d'impôts. Mon idée, c'est ce placement-là de boursier, je vais le donner à ma femme pour qu'elle le vende à ma place. Donc, je donnerai le placement à ma femme vendrait le placement à la bourse, puis c'est elle qui ferait le gain capital. Puis c'est elle qui mettrait ça dans son rapport d'impôt. Et là, moi, je m'attends à ce qu'elle paye moins d'impôts que moi. Donc, on pourrait aussi réduire l'impôt sur le gain capital avec la même stratégie. Donc, on a besoin d'une règle d'attribution. Lorsqu'un particulier transfère un placement à son conjoint, les règles suivantes s'appliquent. Le gain capital généré par la revente est à inclure dans revient dans le rapport d'impôt du monsieur, si on veut, puis ce gain-là n'est pas imposable pour ma conjointe. C'est la même logique. Donc, regardez, on a un résumé à la page suivante. 4 cas de figure possibles où on peut faire du fractionnement de revenus, puis tout est bouché. D'accord? Donc, les possibilités, c'est que je tente du fractionnement de revenus avec mon conjoint ou avec un enfant mineur. Je peux essayer de transférer du revenu de bien ou du gain capital. C'est ça les 4 cas de figure. Et dans les 3 cas de figure qui sont en bleu, il y a une règle d'attribution qui empêche ça. Donc, ici, on va retourner le revenu dans le rapport d'impôt de l'auteur. Ici, même chose. Ici, même chose. OK? Ici, le 4e cas de figure, il n'y a pas de règle d'attribution parce que ce n'est pas nécessaire. OK? Fiscalement, c'est impossible de transférer du gain capital à un enfant mineur. Je vous évite les détails parce que c'est très, très compliqué comme règle, mais les règles en fiscalité ne sont pas les mêmes quand je transfère au conjoint que quand je transfère à un enfant mineur. Donc, de la façon que les règles fiscales sont conçues, quand je transfère à un mineur un placement, c'est impossible qu'il fasse mon gain capital à ma place. Faites-moi confiance. Donc, nul besoin de règle d'attribution. Le gouvernement n'a pas besoin de mettre en place une règle d'attribution dans un cas de figure où il n'y a aucun fractionnement qui peut arriver. Donc, ici, on n'en met pas de règle d'attribution, non pas parce qu'on veut le permettre, c'est juste impossible.
Donc, tout est bouché, en conclusion. Je dis bouché dans le sens qu'il y a une règle d'attribution qui répond à tout ça. Euh, c'est Non, c'est que si j'ai, moi, le parent, là, je vais lui répondre parce qu'elle a posé la question, mais je voulais pas trop vous mêler, mais ça me fait plaisir de te répondre. Non, non, moi, ça me fait plaisir de te répondre. Des fois, je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas trop vous mêler. Mais si moi, j'ai un placement qui a un coût qui est bas, puis qui a une valeur marchande qui est élevée, puis ce placement-là, si je le donne à un enfant mineur, ben moi, dans mon rapport d'impôt, là, on va m'imposer sur le gain capital. On va faire semblant que je l'ai vendu, ce placement-là, à la juste valeur marchande, puis tout le gain capital, je vais le faire, moi, le père, au moment du transfert. Donc, l'enfant va se ramasser avec un placement où il n'y a plus de gain capital en attente parce qu'il va avoir été complètement réalisé par moi au moment du transfert. Donc, même si je voulais, je ne serais pas capable de transférer le gain capital ou d'essayer de le faire faire à mon fils à ma place. Alors qu'avec un conjoint, ça marche. Oui. Et à ce moment-ci, peut-être l'enfant est placé au placement pendant 10 ans. Le gain en capital, si au moins ça fait 10 ans, le gain en capital, Oui, mais il lui appartient. Aux yeux du gouvernement, ce gain capital-là appartient à l'enfant parce qu'il va l'avoir construit à partir du jour où il a reçu le placement. Ça c'est correct que lui s'impose sur ce placement-là après parce que c'est un gain qui s'est accumulé durant sa période de détention à lui, l'enfant. Ce qu'on ne veut pas, c'est un gain qui s'accumule pendant 10 ans dans les mains d'un parent, puis que ça soit pas imposé aux parents, puis soit flippé puis va être imposé plus tard par l'enfant. Donc, le gain capital passé, c'est lui qu'on veut protéger. Et comme je disais, au moment du transfert, tout le gain capital qui est passé, il est déclenché, il est imposé, puis l'enfant, il va se construire du nouveau gain capital. C'est un peu ça la logique. Alors qu'un conjoint, je le répète, c'est bien différent, les règles du transfert au conjoint. Oui, il n'y a pas de règle d'attribution. Le gouvernement, par choix, a décidé de s'attaquer à deux choses, des transferts entre conjoints puis des transferts à un enfant mineur. Donc, si tu fais une stratégie de fractionnement de revenus avec un enfant de 20 ans, ça va marcher parce qu'il n'y a aucune rétribution en place pour ça. Le gouvernement dit que ça ne durera pas longtemps. Tu sais, à un moment donné, l'enfant, il va avoir 22, 23 ans, il va avoir ses propres revenus. Puis, le gouvernement a fait des choix, puis il s'attaque à des choses plus. Ouais. Quand tu transfères un placement, un enfant de 8 ans, il ne sait même pas qu'il y a un placement. Puis, c'est vraiment comme ça n'a aucune raison d'être accepté fiscalement. Là. C'est comme ça. Alors qu'un enfant majeur qui a ses propres activités, son propre rapport d'impôt, c'est beaucoup plus difficile de faire du fractionnement de revenus. Je pense que c'est un petit peu ça. C'est des bonnes questions. D'autres choses avant que j'aille vous montrer les dernières règles d'attribution? Il y en a. Donc, ça, c'est les cas les plus fréquents. Là. Honnêtement, prenez ce tableau-là, mettez ça. J'allais dire, mettez ça dans votre feuille d'annotation pour l'examen, mais mettez une note à quelque part. Là. Tu règles beaucoup de cas avec ces quatre règles-là ou ces quatre situations-là. Malgré tout, il y a quelques autres cas de figure. Je m'attarde à un dernier. 6, 4, 5. OK. Montant reçu par un actionnaire inactif. Pardon. Regardez un petit peu la nuance. OK? Peut-être que ça va rejoindre ce que tu me disais tout à l'heure. On remarque des fois des compagnies qui sont détenues par les deux parents. OK? Donc, X, Y, là, papa, maman, qui ont, admettons, des actions dans la compagnie à deux. Puis là, les parents se versent des dividendes provenant de la compagnie, comme on disait tout à l'heure. Et là, on remarque tout d'un coup un nouvel actionnaire, l'enfant, un enfant de 12 ans qui met 100 dollars dans la compagnie pour obtenir des nouvelles actions. Donc, il met 100 pièces dans la compagnie, puis
il reçoit des nouvelles actions. Bien là, pour les parents, l'idée pour eux, ça serait de dire les gros revenus de dividendes qu'on se verse, nous, puis qui coûtent cher d'impôts, là, plutôt que de se les verser à nous, on pourrait en envoyer une partie à notre enfant de 12 ans. Donc, la société pourrait envoyer une partie des dividendes à l'enfant de 12 ans, qui a un rapport d'impôt complètement vide, aucun revenu, et ces dividendes, au lieu, ces dividendes-là seraient déplacés de là à là. Donc, est-ce que tout le monde voit qu'il y a du fractionnement de revenus, l'espèce d'idée de faire gagner un revenu par une personne de ma famille pour qu'il paye moins d'impôts que moi est là, hein? Donc, puis les règles d'attribution qu'on a vues tantôt ne s'appliquent pas parce qu'il n'y a pas eu de transfert. Il n'y a personne, il n'y a pas un parent qui a transféré un placement à son enfant. Il n'y en a pas de transfert de placement, il n'y a pas eu de don. C'est l'enfant lui-même qui a souscrit des actions avec son propre argent. Donc, il faut trouver une façon de bloquer ça. Le gouvernement a dit, oh, il y a du fractionnement de revenus là. Il a dit, les règles d'attribution qu'on a vues tout à l'heure ne s'appliquent pas. Il n'y a pas eu, les parents n'ont rien donné à l'enfant. Donc, on a mis une autre règle en place, 645. Donc, on appelle ça un actionnaire inactif. Un actionnaire qui ne fait rien dans la compagnie, qui est jeune, qui a moins de 18 ans ou qui ne travaille pas du tout dans la compagnie, il n'a pas le droit, essentiellement, de recevoir un revenu de dividende. S'il reçoit un revenu de dividende, on a choisi une conséquence un petit peu différente. OK? Au lieu d'envoyer le revenu de dividende dans le rapport d'impôt des parents, on va laisser le rapport d'impôt on va laisser le revenu de dividende, pardon, dans le rapport d'impôt de l'enfant, mais on va l'isoler et l'imposer au taux d'imposition le plus élevé qui existe au fédéral. C'est le choix que le gouvernement a fait. Donc, je répète, la conséquence de ça pour l'enfant de 12 ans, c'est que son revenu de dividende qu'il va recevoir, je vais vous montrer un exemple, là, il ne profitera pas des taux d'imposition progressifs puis du crédit personnel de base comme ses parents l'espéraient sûrement. Ce revenu de dividende-là, on va l'isoler dans la déclaration d'impôt de l'enfant et on va l'imposer au taux d'impôt le plus élevé de la table d'impôt fédéral, 33 %. Donc, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'en bout de ligne, il n'y a aucun avantage à faire ça? Imposer un enfant à 33 %, c'est le pire scénario. Le parent, là, le pire qu'il aurait pu payer, c'est du 33 %. Donc, d'imposer l'enfant à 33 %, tu leur coupes l'herbe sous le pied, puis tu enlèves toute cette idée-là de faire cette stratégie-là. Donc, on a quelques exceptions, des cas où on n'appliquera pas la règle. Rendement raisonnable. Si le dividende reçu est raisonnable par rapport à l'investissement. Ben, regardez ici, la personne, elle a mis. Ben, premièrement, regardez l'âge. Les exceptions, c'est toutes des plus que 18 ans. Plus de 18 ans, plus de 18 ans, plus de 25 ans, puis 65 ans et plus. En d'autres mots, il n'y a aucune exception pour un enfant mineur. Dès que tu as un enfant mineur dans l'actionnariat, c'est sûr qu'il n'y a aucune des 4 exceptions qui peut s'appliquer. Donc, déjà, c'est réglé pour mon exemple précédent. Mais admettons que tu avais l'actionnaire, s'il avait plus de 18 ans, si c'est un rendement raisonnable, le dividende reçu, c'est correct. Ben, un rendement raisonnable sur 100 pièces, ce n'est pas 12 000 de dividendes. C'est peut-être 5 6 %. Donc, si c'est un dividende de 5-6 qui représente 5-6 % de rendement sur l'argent qui a été mis par l'actionnaire, c'est correct. Ben, deuxième exception, pour les enfants de 18 ans et plus, si tu travailles. Si vraiment l'enfant travaille pour la compagnie, il met des heures, puis tout ça, puis il travaille dans la compagnie, le dividende ne serait pas pénalisé parce que c'est pas, on juge que l'actionnaire n'est pas inactif. Bon, il y a d'autres exceptions là, avec des conditions un petit peu différentes. Je vais juste vous montrer un petit exemple de ça, qu'on ait des chiffres. Regardez, une société privée, 2 parents, monsieur et madame Boily. À chaque année, on veut sortir 100 000 de dividendes de cette compagnie-là. Puis l'idée de monsieur et madame Boily, c'est de faire souscrire Samuel dans la compagnie. Samuel met 100 pièces, il obtient 20 % des actions et conséquemment, il va recevoir 20 % des dividendes. Donc, il va recevoir un dividende de 20 000. Tout le monde est d'accord avec moi? Donc, comment on va traiter ça dans le rapport d'impôt de Samuel? Donc, ça ici, c'est le rapport d'impôt de Samuel.
Donc, tout d'abord, est-ce qu'il y a une chance que Samuel profite d'une des 4 exceptions puis qu'il ne soit pas assujetti à cette règle-là ou il n'y a aucune chance? Il n'y a aucune chance. À 12 ans, tu n'as aucune chance. Il n'y a aucune des 4 exceptions qui s'applique. Donc, regardez ce qui va arriver. On va isoler le revenu de dividende et on va l'imposer à 33 %. Donc, on va dire le dividende majoré à 23 000. On va appliquer un impôt de 33 % là-dessus, puis tu as le droit à ton crédit pour dividende. Mais tu n'as pas de crédit de base puis tout ça, là. Juste ton crédit pour dividende. Donc, ça va coûter à Samuel 5 520 d'impôts sur le dividende qu'il a reçu. C'est le plus gros montant. Ses parents n'auraient pas payé plus que ça. Si les parents n'avaient pas essayé ça puis que le parent avait reçu le dividende, il n'y a personne qui paye plus que 33 %. Donc, ça enlève le goût un petit peu de mettre un actionnaire mineur dans l'actionnariat pour recevoir des dividendes à la place des parents. Oui. Le cadre d'une société, c'est-à-dire une compagnie familiale, vous transférez par la relève sur ses enfants, il va avoir des façons. Oui, mais il faut juste que les enfants ne soient pas des enfants mineurs. S'ils sont majeurs et qu'ils travaillent dans l'entreprise, il y a une exception qui est prévue pour ça. Oui, ouais, exactement. Exactement. Je monte un deuxième cas. Regardez juste qu'on a une autre variante. Vous reconnaissez la famille, mais là, c'est plus Samuel, 12 ans, c'est Francis. 26 ans. Il a reçu un 20 000 de dividendes. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans l'énoncé? Francis a reçu. Francis ne participe aucunement aux activités de l'entreprise. Donc, on ne peut pas dire que Francis travaille dans l'entreprise et tout ça. Donc, comment on va appliquer la règle pour Francis? Ici, Francis, il va profiter d'une des 4 exceptions. OK? Action exclue. Donc, je vais aller vous la remontrer, là. Je vais vous montrer les 4 exceptions. Rendement raisonnable, ça ne marche pas. Il a reçu beaucoup trop. Hein? Il avait mis 100 pièces de dividendes en action, puis il a reçu 20 000 de dividendes. On va dire que c'est un rendement raisonnable. Ça ne s'applique pas. Entreprise exclue, est-ce qu'il travaille pour l'entreprise? Est-ce qu'il met beaucoup d'heures dans l'entreprise? Non, ça ne s'applique pas. Ça ici, ça s'applique. OK? Donc, vous irez regarder par vous-même. Ça, c'est rempli, ça, c'est rempli, puis ça, c'est rempli. Donc, puis, il faut qu'il ait plus de 25 ans. Je crois que c'est le cas aussi pour Francis qui a 26 ans. Donc, ça, c'est bingo grâce à la troisième condition et il échappe à la règle d'attribution. Donc, je vais juste vous montrer quand même qu'est-ce qui va arriver dans son rapport d'impôt. Ça va être un traitement normal. Donc, il n'est pas question, pour lui, là, Francis, il n'est pas question d'isoler le dividende puis de l'imposer à 33 %. Donc, son revenu de dividende de 23 000, il est ici. Il va se rajouter à ses autres sources de revenus. On imagine qu'il y a un salaire. Est-ce qu'il va avoir d'autres éléments dans son revenu? Je ne le sais pas. Son revenu imposable est ici. Il va profiter des taux d'imposition progressifs comme tout le monde. Donc, 15, 20, 26, 29 %. Puis, il aura droit à tout plein de crédits d'impôt comme tout le monde. Donc, autrement dit, ainsi que, évidemment, aussi le crédit d'impôt pour dividende, mais ça va être un rapport d'impôt normal pour lui parce qu'on n'applique pas la règle, la règle de l'impôt des actionnaires inactifs. C'est bon? Donc, voilà pour les règles d'attribution. Il me reste une quinzaine de minutes. Je vais aller vous parler de quelques petits sujets autres aussi. Je vais aller vous parler du calcul du revenu de bien. Revenu d'intérêt, revenu d'intérêt, les revenus de location. Moi, je veux surtout vous parler des éléments qui sont déductibles ici. OK? Quand on est devant un investisseur qui gagne beaucoup de revenus de placement, souvent, on a l'habitude de l'imposer sur ses revenus de placement, mais on ne le questionne pas sur ses déductions possibles, sur ses dépenses possibles. Alors qu'on ne ferait jamais la même erreur dans un calcul de revenu d'entreprise. Tu n'imposerais jamais une entreprise sur son chiffre d'affaires sans te demander c'est quoi tes dépenses que je peux déduire à l'encontre de ça. Mais il faut avoir le même réflexe pour un investisseur. Les investisseurs, souvent, ils ont des dépenses qui encourent pour être de si bons investisseurs puis pour gagner leur revenu de placement. Donc, on en accorde plusieurs en déduction. D'accord? C'est ça que je vais vous montrer.
euh, les éléments déductibles du revenu de bien. Le plus important, c'est le troisième. OK? Ici. Imaginez un investisseur qui a des placements de 5 millions de dollars. OK? Puis qui fait un rendement de 10 %. Écoute, tu vas l'aimer cet exemple-là. Ça va? Oui, good. Donc, qui fait un rendement de 10 %. Donc, il va faire un revenu d'intérêt de 500 000 dollars. Donc, il va mettre dans son rapport d'impôt 500 000 dollars. Est-ce que cet investisseur-là s'est vraiment enrichi de 500 000 dollars dans l'année? Ça dépend. Il faudrait peut-être poser des questions. Il vient d'où ce 5 millions-là de placement qu'il place à la bourse à 10 %? Est-ce qu'il a hérité d'une fortune? Peut-être. Est-ce qu'il a toujours été riche? Peut-être. Qu'il a gagné à la loterie? Peut-être. Mais c'est quoi l'autre possibilité? Peut-être qu'il a emprunté. Tu pourrais très bien aller emprunter de l'argent à la banque, faire un emprunt de 500 000 pour prendre cet argent-là que tu as emprunté et faire un placement de 500 000 Donc, peut-être que l'investisseur a une dette de 5 millions de dollars à la banque. Et c'est-tu gratuit, ça, d'avoir une dette où il faut payer de l'intérêt à la banque? Admettons que l'intérêt, là, j'exagère, là, mais admettons qu'il paye du 9 % de taux d'intérêt sur son emprunt, alors que son rendement ici est de 10. C'est-tu vraiment enrichi? Oui, mais pas de 500 000 dollars. Donc, ça lui a coûté combien, ça, sa dette sur 5 millions à 9 %? Moi, je le sais, je l'ai calculé tantôt, c'est 450 000. Donc, dans cet exemple-là, mon investisseur s'est enrichi de 50 000 pas sur 500 000 Ça serait bête de l'imposer là-dessus, puis pas penser lui donner cette déduction. Pas un si gros enrichissement si tu empruntes à 9 puis tu places à 10. Il ne faudrait surtout pas t'imposer comme si tu avais vraiment juste fait un 10 % de rendement. Donc, la principale déduction pour un investisseur, c'est l'intérêt qu'il paye sur un emprunt. Donc, si on a emprunté pour faire du placement, toute notre dépense d'intérêt devient déductible. Donc, ici, j'aurai un beau 450 000 de déductible à l'encontre de mes revenus d'intérêt. Il y a des situations où on n'accorde pas la déduction si, par exemple, tu empruntes de l'argent pour investir dans un de ces régimes-là. D'accord? Ça, c'est des régimes, rappelez-vous, dans lesquels tu ne payes pas d'impôt sur tes revenus de placement. Donc, tant que ton placement est dans un REER, un CELI, un régime acheté l'épargne-études ou un fonds de pension, dans le fond, tu ne feras même, on ne t'imposera même pas sur tes revenus de placement. Ça va être zéro parce que c'est le propre de ces régimes-là. Donc, on n'accordera pas une déduction non plus sur ton emprunt si tu ne t'imposes même pas sur tes revenus de placement. Mais aussitôt que tu fais du placement hors régime encouragé par la fiscalité, à l'extérieur de ces régimes-là, des placements à la bourse, tout ça, qui sont imposables, là, tu as le droit à la déduction. Oui. Oui. Ben, c'est juste qu'il faut que ce soit clairement un emprunt pour acheter des actions. Donc, il faut que le gouvernement soit capable de suivre le mouvement de l'argent. Il faut vraiment que tu aies emprunté un 5 millions, peu importe où, là, sur hypothécaire ou un emprunt. Ça peut être un emprunt hypothécaire où tu mets ta maison en garantie. Ça peut être une autre sorte d'emprunt. Mais il faut vraiment que quand tu as emprunté l'argent, cet argent-là, tu vas la mettre directement sur un placement. Il ne faut pas que tu fasses d'autres choses avec l'argent. Puis 6 mois après, hop, tout d'un coup, tu t'achètes des placements. Non, non. Il faut qu'on suive l'argent de l'emprunt vers le placement. C'est ça. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun doute que ton emprunt n'a servi qu'à ça. C'est pour ça qu'on conseille aux gens d'habitude de fais ça simplement. Là. Emprunte, fais un virement chez ton courtier pour que lui fasse du placement. Comme ça, la trace est facile à suivre. Commence pas à faire plein d'affaires avec l'argent pendant une semaine. Non, fais ça directement comme ça pour éviter, éviter de perdre cette déduction-là. Donc, regardez, ici, j'ai dessiné une petite ligne de temps pour des événements que vivent souvent les investisseurs. La dépense la plus importante que je vous ai parlé, c'est celle qui est ici, les fameux intérêts payés. Mais des fois, il y a d'autres situations possibles.
Euh, Par exemple, certains investisseurs choisissent parfois de créer une compagnie puis de mettre leur placement dans une compagnie au lieu de détenir les placements personnellement. Je ne dis pas qu'il y a un avantage à faire ça, mais un actionnaire pourrait choisir de faire ça. Si tu, si tu décides de créer une compagnie, ça coûte beaucoup de frais, ça, créer une compagnie. J'en parlais un petit peu là, il y a 2 semaines. Euh, donc, il faut que faut que tu déposes un statut de constitution, il faut que tu crées le capital action de ta compagnie. Donc, en d'autres mots, tu vas consulter un avocat et tu vas recevoir une note d'avocat, une facture d'avocat de 5 000 par exemple. Donc, est-ce que c'est déductible, ça, de tout ce que ça coûte pour mettre au monde une compagnie? Oui, jusqu'à concurrence de 3 000 OK, montant déductible. Tout ce que ça coûte pour mettre au monde une compagnie, tu peux le déduire, en autant que ça ne dépasse pas 3 000 Si ça dépasse 3 000 l'excédent, il faut le traiter comme un bien amortissable. On va l'amortir sur une certaine période de temps. Mais le premier 3 000, lui, est déductible. Maintenant que tu as créé ta compagnie, ou pas, que tu as peut-être décidé de ne pas créer de compagnie, deuxième étape, tu veux aller te chercher un emprunt de 5 millions. Pensez-vous que c'est bien compliqué d'emprunter? Pensez-vous que tu peux rentrer à la banque puis dire à un banquier, Hey, mon prof me dit qu'on pouvait emprunter 5 millions pour faire du placement, j'aimerais ça avoir 5 millions. Ça ne sera pas si simple que ça. Donc, vous devinez qu'il va y avoir énormément d'exigences à rencontrer, que la banque va vous demander un dossier d'emprunt. Donc, elle va te demander des projections financières, ton budget, une série de données financières avant de te prêter 5 millions. Donc, encore une fois, qui va payer pour faire ça, des prévisions financières, un budget, puis tout ça? Vous êtes des comptables, là, mais si tu n'es pas un comptable, tu n'es pas capable de faire ça. Donc, tu vas, encore une fois, aller consulter un bureau de comptable qui va te charger une facture de 8 000 10 000 pour que ça soit plus facile à diviser disons, 10 000 pour satisfaire la banque. Donc, des états financiers projectionnels, budget, tout ça. Est-ce que c'est déductible? Tout ce que ça coûte pour monter un dossier d'emprunt? Oui, mais 20 par année. Montant déductible, 20 par année. Donc, dans mon exemple, ce serait 2 000 par année. Je vais le déduire pendant 5 ans. Ce n'est pas déductible au complet la première année. Donc, une fois que tu as rempli le dossier d'emprunt, là, la banque te prête le 5 millions et là, à chaque année, tu pourras déduire les intérêts. C'est un petit peu ça l'histoire. Autre chose que je vous avais déjà dit, c'est non déductible, ça ici. C'est pour ça que je vais mettre en rouge. Donc, si tu payes des intérêts au gouvernement ou des pénalités au gouvernement, ce n'est pas déductible. Donc, ça, c'est une forme d'intérêt qui n'est pas déductible. Donc, si tu es, un mauvais contribuable, entre guillemets, puis tu payes tes impôts en retard, tu fais tes remises de taxes en retard, puis que le gouvernement te charge des intérêts et pénalités, tu ne peux pas déduire ça dans ton rapport d'impôt. Je vais peut-être déjà dit pourquoi. Le gouvernement trouve que ça serait Ça, c'est comme une tape sur les doigts. Hein? Tu as fauté, puis on veut te donner une punition. Mais s'il fallait que cette dépense-là abaisse ton revenu puis abaisse tes impôts, ben, en bout de ligne, ça amoindrirait un peu l'effet de la punition. Si tu veux que la punition soit drastique puis que l'intérêt pénalité ait l'effet escompté, il ne faudrait pas que l'entreprise ou la personne sauve de l'impôt en allant placer ça en déduction. Donc, pas de déduction pour être sûr pour cette raison-là. Ah oui, c'est sûr que des entreprises qui ont cours de dépenses qui sont jugées non déductibles, c'est pas l'idéal au niveau de la planification fiscale, là. C'est des sorties d'argent qui te font qui sont pas déductibles, donc qui n'abaissent pas tes impôts à payer. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais ça existe. Oui, si. Non. Je sais qu'en comptabilité, ça existe peut-être, la notion d'expectative raisonnable de profit ou quelque chose comme ça. Mais non, en fiscalité, dès que tu mets au monde une compagnie, tous tes frais de constitution sont déductibles jusqu'à concurrence de 3 000. On ne pose pas de questions, je pense. C'est des bonnes questions. Merci beaucoup. Il me reste un petit 7 minutes pour voir une dernière chose avec vous. Une dernière déduction. Ici.
Euh, voyons, je cherche mon titre. Ici. Impôts étrangers. Il y a des investisseurs qui font, bien sûr, quand on est un investisseur maintenant de nos jours, on fait des placements partout dans le monde, hein. On fait plus seulement du placement au Canada. Donc, on fait des placements partout dans le monde. Donc, ça veut dire qu'il y a des bonnes chances que nos revenus de placement, oui, sont imposables au Canada, mais qu'ils soient aussi imposés par un autre pays. Ça se peut qu'un autre pays où tu as fait du placement décide de retenir un petit peu d'impôt pour, avant de te verser ton revenu de placement net d'un impôt retenu à la source. Donc, dit autrement, ça se peut que tu payes de l'impôt dans deux pays sur les mêmes revenus de placement. Ça se peut que le pays où tu as fait ton placement t'impose, puis qu'au Canada, encore, il faut que tu t'imposes quand tu fais ton rapport d'impôt à la fin de l'année. Il faut éviter ça, bien sûr. Donc, je veux juste expliquer qu'il y a des solutions à ça. Il y a une solution à ça, d'accord? Donc, le gouvernement a mis en place une situation pour éviter de la double imposition. D'accord? Donc, le gouvernement du Canada veut assurément pas que tu payes, que tu sois imposé deux fois sur le même revenu de placement. Donc, si ça arrive, le gouvernement du Canada va dire, moi, là, l'impôt que tu as payé dans l'autre pays, je vais te le rembourser. OK? Ça s'appelle un crédit d'impôt pour impôt étranger payé. Donc, un crédit d'impôt, ça réduit ton impôt. Donc, c'est ni plus ni moins que se faire donner de l'argent. Si je te donne un crédit d'impôt de 150$, je réduis ton impôt à payer de 150$. C'est comme si je t'avais donné 150$. Donc, le gouvernement dit, moi, là, il n'y a pas de problème, je vais te le rembourser, l'impôt que tu as payé dans l'autre pays, puis viens t'imposer au Canada parce que tu es résident de chez nous. Tant que, tant que, tant que ça balance, tant que ça balance, ça va. Le problème, c'est que le crédit d'impôt en question, il y a un maximum. Le maximum, ce n'est pas important de le connaître, mais c'est 15 de 15 du revenu de placement. C'est le montant maximum de crédit d'impôt qu'on accorde. Tout le monde le sait au Canada. Donc, si tu fais du placement dans un pays qui coûte plus que 15 là, ça se peut que tu ne sois pas complètement dédommagé. OK? Je vous montre deux exemples. OK? Ici, tu as un placement de 10 000 tu le places à New York, là, je ne sais pas trop c'est quoi mon histoire, là. Tu le places aux États-Unis, ce 10 000 $-là, et ça va générer un revenu ici, un revenu de placement de 1 000 OK? Le pays étranger te retient un 150 d'impôt, de sorte que tu reçois juste 850 Donc, tu avais le droit, toi, à 1 000 d'intérêt. Les Américains ont retenu 150 d'impôt américain, puis ils te donnent le reste, 850. Ça, c'est ton rapport d'impôt au Canada, qui est ici. Donc, sur ta ligne revenu de bien, il faut que tu mettes 1000. Même si tu as juste encaissé 850, tu dois t'imposer sur le montant réel brut de revenu de placement que tu as gagné. Ici, le gouvernement canadien dit, moi, tout l'impôt étranger que tu as payé, je vais te le rembourser. Le maximum, c'est 15 Donc ici, c'est ce que tu as payé, 15 Tu as payé 15 d'impôt dans l'autre pays. Donc, je vais te donner un crédit d'impôt de 150 C'est ni plus ni moins l'équivalent que de dire je te rembourse l'impôt que tu as payé dans l'autre pays. Maintenant, viens t'imposer au Canada. Ça, c'est un scénario qui est équitable. Scénario 2, ben, équitable, mais en tout cas, scénario 2, tu as fait le même placement, 10 000 ça va te rapporter 1 000 de revenu de placement, mais tu es allé dans un autre pays où le taux d'impôt est de 20 Donc là, tu as payé 200 d'impôt qui a été retenu par l'autre pays. Tu as encaissé 800 seulement. Quand tu vas faire ton rapport d'impôt, voici ce qui va se passer. On t'impose sur 1 000 et le gouvernement du Canada va dire, moi, je vais te rembourser l'impôt que tu as payé dans l'autre pays. Donc là, tu t'attends à être remboursé pour de recevoir un crédit d'impôt de 200 150. C'est le maximum. Donc, le crédit d'impôt, il ne dépasse jamais 15 Le message du gouvernement, c'est
fais tes placements dans un pays qui coûte moins que 15 d'impôts. Parce que si tu fais du placement dans un pays qui coûte plus que 15 d'impôts, c'est pas vrai que je vais te le rembourser au complet. Tant qu'à ça, fais ton placement au Canada. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dans cette opération-là, là, moi, l'investisseur, j'ai perdu 50 pièces. J'ai payé 200 pièces d'impôts étrangers, puis le gouvernement du Canada m'en a remboursé 150. J'ai vraiment, dans cette opération-là, perdu 50 pièces et je ne le récupérerai jamais. Donc, on me l'accorde en déduction. C'est là que je veux en venir. On parle de déduction. Donc, ici, je peux prendre une déduction de 50 qui va venir, qui va être, c'est comme une dépense. Comme une dépense dans mes activités d'investisseur, au même titre que mes autres dépenses. J'ai payé un impôt dans un autre pays trop élevé, de sorte que le 50 en question ne me sera jamais remboursé. Donc, si c'est bien plate, je n'ai pas de solution à vous dire pour cette personne-là ne le récupérera jamais, mais au moins, on le reconnaît en déduction. On le traite comme une dépense de placement, une dépense de tes opérations. Puis, ce n'est pas sur 1000 que tu vas t'imposer, c'est sur 950. Donc, le calcul de la déduction, c'est le total des impôts que tu as payés dans l'autre pays, moins ce qu'on te rembourse. Ici, j'ai une déduction de 50 pièces. Tantôt, ça donnait zéro, ça. Tantôt, calcul de la déduction, j'ai payé 150, le gouvernement m'a remboursé 150, j'ai absolument rien perdu. Donc, dans ce cas-là, il n'y avait pas de déduction. Tu as une déduction si tu as perdu quelque chose dans l'opération. Tu avais une question? 7 c'est pas quand. Il va te rembourser ton impôt que tu payes dans l'autre pays jusqu'à concurrence de 15 Merci pour la précision. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour moi avant qu'on termine avec le petit jeu? Non, bien écoutez, encore une fois, merci beaucoup pour votre attention. C'est des gros sujets, j'en suis bien conscient, mais pas le choix, on est rendu là. Je pense que vous allez être correct pour la suite des choses.